Et tu es sur quel collège? Moi, je suis à Saint-Philippe, tu connais? Tu es la première que je rencontre, enfin, regarde une chatte comme Coco et Snap, hein. Toi, tu n'es peut-être pas là. Je te jure, je crois que j'ai vu ma mère, elle était là-bas. Tu vas même te déposer là-haut, hein. Non, en vrai, je crois que je vais y aller. On peut acheter le numéro de téléphone, le numéro des parents, l'adresse, l'établissement. On peut même acheter les copines parfois. Parce qu'après avoir fait chanter la gamine, on fait chanter les copines. Le numérique, ça n'est que la porte d'entrée, hein. Ça n'est que le premier pas. Après, c'est bien physique. Ils font ça avec l'intention sexuelle d'agresser. En haut lieu et dans les médias, ils font comme si de rien n'était. Mais non, vous êtes complotistes, vous êtes fous. On n'est pas du tout complotistes. Alors cette histoire a commencé quand j'avais 14 ans. Un enfant qui se fait abuser, c'est une réalité tangible. C'est pas un délire que la Terre est plate. Chers amis d'Omerta, la bande-annonce que vous venez de voir, eh bien, c'est celle de notre dernier documentaire Internet dans l'antre des pédocriminels. C'est un documentaire exclusif d'enquête, d'investigation menée par les équipes d'Omerta sur le terrain pendant plus de 3 mois pour investiguer et vous expliquer, analyser la réalité d'Internet aujourd'hui qui est devenue le terrain de chasse de la pédocriminalité, d'individus de conditions et d'origine différentes, mais qui ont fait d'Internet et des applications mobiles pour adolescents un véritable terrain de chasse sur lequel ils cherchent leur proie. Cette enquête exclusive qu'Omerta encore une fois, est le seul média à vous proposer, vous pouvez la retrouver sur l'application Omerta, que vous pouvez télécharger via Apple Play et Google Store. Et via un abonnement de 4,99 € par mois, vous avez accès absolument à tous nos contenus, à tous les grands reportages, à toutes les vidéos, en exclusivité, en format long. C'est aussi un moyen de nous soutenir. Vous savez qu'Omerta n'a pas de subvention publique. Omerta ne vit que grâce au soutien de ses abonnés. Et il est donc fondamental de nous soutenir, non seulement en regardant ce grand entretien, en vous abonnant à la chaîne YouTube, mais aussi et surtout en souscrivant à l'application mobile Omerta pour visionner nos documentaires. Pour ce nouveau grand entretien, j'ai le plaisir de recevoir Karim Zeribi. Karim Zeribi, le grand public vous connaît bien. Vous êtes d'abord un ancien homme politique, un chef d'entreprise. Vous êtes aussi chroniqueur média sur le groupe Canal et vous avez fondé, on en parlera tout à l'heure, le Conseil mondial de la diaspora algérienne. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va commencer avec évidemment le sujet chaud de l'actualité, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment entre Israël et la Palestine, l'offensive menée par Israël dans la bande de Gaza. Vous êtes connu du grand public, notamment pour une position qu'on peut qualifier d'équilibrée, c'est-à-dire vous avez choisi d'apporter de l'analyse dans ce qui se passe depuis le 7 octobre. Ça vous a valu de nombreuses critiques, notamment à ceux qui vous reprochent de ne pas apporter un soutien total à Israël. Vous avez été critiqué pour cela. Où en êtes-vous justement de votre positionnement sur le sujet ? D'abord, merci de votre invitation. Je voudrais quand même vous féliciter pour la dernière enquête que vous avez menée concernant les enfants victimes de pédocriminalité, parce que je trouve que dans notre pays, on ne met pas suffisamment en avant cette question qui est taboue. Et personnellement, je ne comprends pas pourquoi. Et donc, c'est tout à votre honneur que de mettre en exergue ce sujet en investiguant. Merci de votre question sur le conflit au Proche-Orient. En réalité, je ne sais pas ce que veut dire une approche équilibrée. Moi, j'ai une approche qui s'appuie sur des valeurs auxquelles je crois.
Et ces valeurs sont celles de la liberté, de l'autodétermination des peuples, de la défense des populations civiles, quelles qu'elles soient, du refus de la violence lorsqu'il peut y avoir une alternative politique et diplomatique. Or, en l'occurrence, tout ce que j'aspire à défendre aujourd'hui en termes de valeurs et de vision est contrecarré par ce qui se passe au Proche-Orient. Tant du côté de l'action qui a été menée le 7 octobre, que j'ai condamné personnellement, parce que je crois qu'il ne pouvait pas en être autrement. On ne peut pas aujourd'hui valider une attaque aussi barbare, aussi violente concernant des populations civiles israéliennes, et c'est ce que j'ai fait, avec force et conviction. Mais j'ai tout de suite et immédiatement posé le fait que la vie au Proche-Orient n'avait pas démarré le 7 octobre, et qu'il y avait un avant, et qu'il y a maintenant un après. Et c'est cette approche-là que beaucoup ont refusé, estimant qu'il ne fallait pas parler, je dirais, de ce qui se passait avant le 7 octobre, au Proche-Orient, en Palestine, et qu'il fallait apporter un soutien inconditionnel, suite à l'horreur du 7 octobre, à l'armée israélienne et à ce gouvernement d'extrême droite messianique. Donc, et je m'y suis refusé. Et je m'y refuse encore. Et je m'y refuserai toujours. Et je dirais ma petite part de vérité, qui est celle d'un Français, qui a envie que la voix de la France dans le monde puisse aussi rayonner pour évoquer l'autodétermination des peuples, la justice, la liberté, la protection des populations civiles, le refus d'éradiquer un peuple. Et le fait que nous devons aujourd'hui prôner deux États qui doivent vivre en toute sécurité. Et si on n'est pas capable aujourd'hui de porter une analyse pareille, je pense qu'on ne porte pas une vision qui est française, et qui est française au sens historique du terme. Et moi, je ne fais qu'aujourd'hui être fidèle à mes valeurs, aux valeurs du général de Gaulle, aux valeurs de Jean-Pierre Chevènement, que j'ai servi en tant que conseiller du ministre de l'Intérieur, et surtout à mes valeurs. Et aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas partager au sein de la communauté nationale une position commune, qui est celle du discernement, absolument indispensable. Or, dans ce débat, on verse dans l'irrationalité la plus totale. Il faut choisir son camp. Et si vous ne choisissez pas votre camp, on vous reprochera à un moment donné, soit d'être du côté du Hamas, soit d'être du côté du gouvernement d'extrême droite messianique. Or, les uns nourrissent les autres. Je considère aujourd'hui qu'on est face à deux extrémismes qu'il faut condamner, si réellement et sincèrement on aspire à la paix au Proche-Orient. Votre grille de lecture, votre grille d'analyse, elle correspond à celle de Jacques Chirac, de Dominique de Villepin, etc. C'est la position traditionnelle de la France, celle de l'équilibre au Proche-Orient. Et cette position, on le voit dans les débats quotidiennement, elle est aujourd'hui minoritaire. Est-ce que le débat sur la question israélo-palestinienne n'a pas été confisqué par les extrémistes je dirais d'un camp ou de l'autre. Aujourd'hui, on le voit entre Meir Habib, qui est un proche de Benjamin Netanyahou, et les députés de la France insoumise. Est-ce que cette confiscation du débat sur la question n'est-elle pas un point d'hystérie absolue ? C'est catastrophique pour le débat public, médiatico-politique, de constater que les voix de la paix, les voix de la raison sont totalement absentes dans ce conflit. Totalement absentes. On est dans une approche totalement déraisonnable. Les uns parlent au nom de leur histoire personnelle, au nom de, je dirais, quelque part de leur appartenance à une communauté ou à une confession religieuse. Les gens n'arrivent pas, je dirais, à se dépasser, à se transcender pour porter des valeurs universelles, universalistes. Or, lorsqu'on est français, donc on se doit de porter les valeurs universalistes. Sinon, on ne porte pas l'idéal républicain français, à la fois au plan national et au plan international. Moi, je regrette profondément de voir le débat s'enfermer entre ceux qui défendraient le Hamas et ceux qui doivent et se sentent en soutien inconditionnel à un gouvernement d'extrême droite et israélien, messianique, parce que les uns et les autres ne veulent pas la paix. Et qu'il y a donc une troisième voie, et cette voie, c'est celle, effectivement, de faire émerger une analyse rationnelle, posée. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation des Palestiniens, telle qu'elle est non pas depuis le 7 octobre et depuis les 7 mois de bombardement et d'éradication de ce peuple par le gouvernement de Netanyahou, mais même en amont, pendant les 75 années qui ont précédé le 7 octobre. Est-ce que la condition des Palestiniens
est acceptable humainement parlant? Est-ce que la condition des Palestiniens peut permettre à Israël de pouvoir être un État vivant en toute sécurité pour ses citoyens? La réponse est non. La réponse est tout simplement non, parce qu'on ne peut pas avoir un voisin opprimé, humilié, bafoué dans ses droits les plus élémentaires, aujourd'hui bombardé avec des femmes, des enfants. Donc on a des horreurs qui nous remontent. Des centaines de résolutions des Nations Unies non respectées, un droit international qui est bafoué. On nous dit que c'est le seul État démocratique de la région. État démocratique de la région? Je pensais qu'un État démocratique respectait le droit international, moi. Je suis peut-être naïf. Je pensais qu'un État démocratique, même s'il est en droit de se défendre contre des attaques terroristes, mais il ne peut pas riposter par un terrorisme d'État. Ça n'est pas possible. Sinon, ça n'est pas un État démocratique respectant le droit international. C'est quoi un État démocratique? C'est un État qui respecte, à un moment donné, des règles communes à chacun des États-nations sur la scène internationale. Et qui se plie à des, je dirais, comportements qui sont dignes d'être un État démocratique civilisé. Aujourd'hui, est-ce que la riposte depuis 7 mois qui voit des femmes, des enfants qui sont décapités, brûlés vifs à Rafah, est-ce que c'est une réponse d'un État démocratique digne de ce nom? Et nous qui sommes porteurs, les Occidentaux, d'une civilisation, qui est celle des droits de l'homme, qui est celle du respect des libertés, est-ce que notre voix, aujourd'hui, est celle de la raison, en apportant un soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, qui en réalité ne combat pas le Hamas? Parce que là aussi, notre analyse doit être complète. Qui a fait émerger le Hamas politiquement à Gaza? C'est Netanyahou. C'est la volonté, à un moment donné, dans une stratégie de division de l'autorité palestinienne, de voir une force extrémiste avec laquelle on ne pourra pas discuter de paix, de voir l'émergence de cette force. Et donc de pouvoir dire ensuite, nous n'avons pas d'interlocuteur. Donc c'est gravissime aujourd'hui de ne pas avoir des intellectuels, des politiques, comme nous en avons eu dans notre grand pays, la France, capables de prendre ce recul, cette hauteur, et de dire à ceux qui sont dans l'irrationalité, dans le communautarisme, dans l'hystérie totale, revenons à la raison, analysons ce qui se passe au Proche-Orient, soyons justes, portons la voix de la liberté, la voix de l'autodétermination des peuples, la voix du refus de la colonisation, nous qui avons été un empire, et qui avons vécu la décolonisation. Et le général de Gaulle a porté, lorsque la France était en Algérie, l'idée que ça n'était pas viable. Ça ne pouvait pas continuer tel que nous étions, je dirais, dans la position politique qui était la nôtre. Donc aujourd'hui, il faut défendre les valeurs auxquelles nous croyons. Et les valeurs françaises sont celles du refus de la colonisation, du refus de l'expropriation aujourd'hui en Cisjordanie des populations palestiniennes, du refus d'une réponse disproportionnée qui bafoue le droit international, le refus de ne pas faire émerger une force palestinienne digne de ce nom qui veut la paix, et on va en parler j'espère, parce qu'on a des otages d'un côté, c'est dramatique. Moi j'ai mal pour les familles de ces otages israéliens, qui tous les jours doivent vivre l'enfer, en se demandant s'ils sont vivants, s'ils vont revenir, je veux dire, mais de l'autre côté, on a 8000 prisonniers palestiniens, dont 2000 sont des prisonniers administratifs, n'étant pas passés par la case de la justice. On n'en parle pas. Ceux-là, c'est normal, ce ne sont pas des êtres humains. Et de l'autre côté, il faut avoir une émotion débordante. Ben moi, j'ai une émotion pour tout le monde. Moi, j'ai une émotion pour les deux peuples. Moi, j'ai une émotion pour les deux populations civiles. Et c'est ma différence aujourd'hui avec ceux qui sont dans l'hystérie et dans l'irrationalité. Parce que vous connaissez bien la politique française, vous avez vu son évolution. Les scènes qu'on voit à l'Assemblée nationale entre les députés Habib et Guiraud, etc., il y a 20 ans, c'était impensable. Qu'est-ce que ça dit aussi de la société française? Est-ce qu'il n'y a pas une communautarisation qui est aujourd'hui, je dirais, débordante, en fait, et qui confisque le débat public et qui laisse finalement assez peu de place à une analyse comme la vôtre? D'un côté, il peut y avoir effectivement des tentations de repli communautaire et des comportements purement communautaristes. De l'autre, je pense qu'il y a aussi des enjeux électoralistes. Et il ne faut pas être naïf.
Même si je ne peux pas remettre en cause et en doute la sincérité des uns et des autres dans leur posture et dans leur positionnement. Je peux être choqué de la position de Meir Habib, par exemple. Parce que je m'interroge si Meir Habib est réellement un député de l'Assemblée nationale française. Je veux dire, quand on voit Meir Habib s'exprimer aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas un député de la Knesset. Je me demande si ce n'est pas un conseiller, encore, toujours aujourd'hui, de Netanyahou. Je me demande si ce n'est pas le porte-parole aujourd'hui de l'armée israélienne et du gouvernement israélien. Et ça me gêne. Ça me gêne parce que, imaginez un autre conflit dans une autre partie du monde, avec un franco-marocain, un franco-tunisien, un franco-algérien, un franco-malien, un franco-africain, qui prendrait des positions aussi partisanes que le fait Meir Habib, non pas pour la France, mais pour son pays d'origine, pour son pays dont il a la double nationalité. Tout le monde s'insurgerait et s'indignerait d'une position qui est celle, effectivement, qui est antinationale, qui n'est pas patriotique, et qui remet en cause les choix de la France. Quand Meir Habib s'insurge sur le fait que la France puisse donner de la voix pour dire stop à ces bombardements criminels et à appeler un cessez-le-feu, je suis choqué qu'un député de la nation française puisse dire que la position de la France est indigne, avec des mots aussi forts. Il est indigne d'appeler un cessez-le-feu. Il est indigne de refuser la mort de populations civiles, femmes, enfants, plus de 35 000 aujourd'hui. Il est indigne de demander le respect du droit international. Mais ça ne peut être indigne que pour un proche de Netanyahou, pas pour un député de la nation française. Et si la même position était adoptée par un franco-marocain, tunisien, algérien, on lui dirait retourne dans ton pays. Tu n'es pas républicain, tu n'aimes pas la France. Or là, on arrive même à faire en sorte de lui trouver des soutiens. C'est totalement scandaleux. Mais je le dis avec recul, avec sérénité. Et je le dis d'autant plus facilement que, personnellement, je n'essentialiserai jamais une communauté. Meir Habib, c'est Meir Habib. Il ne représente en rien les Israéliens, et encore moins les Juifs de France, dans mon esprit. Et donc, je me refuse à rentrer dans le jeu d'une opposition qui serait une opposition communautaire, et encore moins à un conflit qui serait un conflit religieux entre l'islam et le judaïsme. Tout ça, c'est ce à quoi on veut nous amener. C'est ce à quoi certains voudraient effectivement que nous arrivions, pour fracturer encore un peu plus la société française, plus qu'elle ne l'est, pour diviser notre communauté nationale. Or, moi j'en appelle à une approche politique, au sens noble du terme, intellectuelle, géopolitique, philosophique, qui doit dire, quelle que soit notre appartenance à une communauté d'origine, parce que nous venons tous de quelque part, quelle que soit notre sensibilité politique, notre confession religieuse, et certains n'en ont pas, quels que soient ces déterminismes-là, on se doit de partager des valeurs communes. C'est la grandeur de la France. Où est cette grandeur-là aujourd'hui? Je pose la question. Et je suis triste pour mon pays, parce que je trouve qu'il y a une forme de décadence intellectuelle, politique. On ne porte plus grand-chose sur la scène internationale. Nous sommes des suiveurs. Suiveurs aujourd'hui d'une position qui est outre-Atlantique, hein, position des Américains, qui sont dans des jeux politiciens avec l'élection qui va arriver en novembre, et qui aujourd'hui apportent un soutien conditionnel à Israël, s'opposent à tout au Conseil de sécurité des Nations Unies, de manière scandaleuse. Mais scandaleuse. C'est inouï. Et nous avons une voix timide, qui parfois appelle au cessez-le-feu, parfois cautionne effectivement la réponse criminelle du gouvernement israélien. Donc, cette voix, elle est trop timide, elle n'est pas française. Notre fierté dans le monde, ce qui donne envie de France, c'est cette capacité à se lever et à dire la justice, avec justesse. Aujourd'hui, on ne dit plus la justice. On ne dit plus quelles sont les valeurs cardinales sur la scène internationale. Et donc on est illisible, on est inaudible, et donc on perd en crédibilité. Et je le regrette profondément parce que j'aime mon pays. Et vous pensez que la position d'Emmanuel Macron sur ce qui se passe depuis le 7 octobre manque de lisibilité, hein, et c'est, selon vous, donc, c'est une des raisons pour lesquelles il y a cette hystérisation du débat, parce que la nature ayant horreur du vide, quand le chef de l'État ne se positionne pas clairement
sur un sujet tel que celui du conflit israélo-palestinien, eh bien, ça laisse le champ libre aux extrémistes des deux camps? Oui, je crois tout à fait que la nature a horreur du vide, vous avez raison de le souligner, et que quand nous n'avons pas de colonne vertébrale, certains, effectivement, essayent de diffuser leur logiciel qui n'est pas en adéquation avec ce que nous sommes et ce que nous avons toujours été. Or, quand l'Espagne reconnaît l'État palestinien, je me dis que nous avons un voisin audacieux, courageux, porteur de valeurs universalistes. L'Espagne n'est pas un pays musulman. L'Espagne n'a pas d'acquaintance particulière dans son histoire avec cette partie du monde. L'Espagne donne de la voix pour la justice, au nom de ses valeurs. Et nous ne serions pas capables de le faire. Encore une fois, l'idée, ça n'est pas de choisir son camp. Ça n'est pas d'être anti-israélien. Il y a un État israélien, il doit vivre en toute sécurité. Il n'est pas question de le remettre en question. Mais il y a aussi un peuple palestinien qui a droit à un État et qui aujourd'hui vit depuis des décennies dans l'oppression, dans l'humiliation, sous les bombardements, sous le blocus, et qui n'a pas d'identité politique au sens étatique du terme. Jusqu'à quand cela va durer? On est en droit de se poser la question. Et tant que ça durera, il y aura une résistance qui aura un caractère terroriste. Que ça nous plaise ou pas. Nous, on est là en France, donc on commente ce qui se passe là-bas. Mais quand vous avez un gamin qui est né il y a 25 ans et qui, 25 ans après, se rend compte qu'il a vécu sous le blocus toute sa vie, sans aucune espérance, sans aucune perspective d'avenir, vous pensez que vous allez en faire quoi? Un être harmonieux qui porte l'amour de son voisin, ce voisin qui ne lui permet pas d'avoir un État, d'être un citoyen, d'être dans l'autodétermination. Ça n'est pas possible. Ça ne peut pas tenir intellectuellement parlant. Donc, moi je suis choqué, blessé, de voir qu'il y a si peu de voix françaises qui doivent s'élever pour dire on va revenir à un peu de rationalité. Oui, le 7 octobre était une horreur absolue. Mais au Proche-Orient, la vie n'a pas démarré le 7 octobre. Il y avait un avant et il y a aujourd'hui un après. Et on peut condamner l'avant et indiquer qu'il n'y a pas eu de solution politique et que cela a généré le 7 octobre. Ça n'est pas le justifier, ça n'est pas l'excuser, c'est l'expliquer. Si vous avez des Palestiniens qui daignent aller porter un acte terroriste chez leurs voisins, c'est qu'il y a un problème, à un moment donné, existentiel. Ce problème existentiel, il faut le résoudre. Et si on résout ce problème existentiel, on résoudra de fait, de manière naturelle, la question de la sécurité d'Israël. Parce que là, encore, il y a toutes les voies internationales, s'il y a un État palestinien, et qu'il y a demain des actes terroristes portés en Israël, personne ne sera du côté des Palestiniens. Personne ne sera du côté du terrorisme. Or là, aujourd'hui, on n'est pas du côté du Hamas, on est du côté d'un peuple qui est éradiqué, qui est déplacé, qui est colonisé, qui est exproprié. Ce sont des mots forts quand même. Ils existent, je ne les invente pas. Et derrière ces termes que nous utilisons à dessein pour décrire la situation, on nous répond Hamas, antisémitisme. C'est pas sérieux. L'antisémitisme est une cause trop grave pour la dévoyer telle qu'elle est dévoyée aujourd'hui dans le débat public. Moi, je dis que quelque part, on porte atteinte à la mémoire de ceux qui sont morts d'antisémitisme, en expliquant que toutes les voix qui s'élèveraient en faveur du peuple palestinien, je dis bien du peuple palestinien, aujourd'hui éradiqué et victime quasiment d'un génocide. Les conditions, il y a 4 points sur 5 qui sont réunis quand on entend la Cour internationale de justice pour dire que le génocide est, je dirais, potentiellement en cours. Alors, moi, je n'ai pas envie de jouer sur les mots. Ce que je dis, ce que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, cette situation perdure, elle se poursuit. Et on ne peut pas me traiter d'antisémite parce que je défends la liberté, le refus de la colonisation, parce que je défends la vie de populations civiles, et je l'ai dit, et je la défends de part et d'autre. Mais je la défends aujourd'hui depuis 7 mois du côté des Palestiniens, parce que ce sont eux
qui meurent sous les bombes. Ce sont eux qui sont opérés, je dirais quasiment sans anesthésie. Ce sont eux qui meurent de famine et d'épidémie. Ce sont eux qui sont déportés et déplacés. Ce sont eux qui vivent sous des tentes et qui sont bombardés, brûlés vifs, enfants décapités. Donc, à partir du moment où ce sont eux, vous voulez que je défende quoi? Ce droit à opérer de la sorte? Mais moi, j'ai une âme. J'ai une humanité en moi. Et j'en appelle à l'humanité de tous. J'en appelle pas à la sensibilité politique. J'en appelle pas, je dirais, à l'instrumentalisation politique. J'en appelle à l'humanité de tous. La Norvège, l'Irlande, l'Espagne, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, les représentants des Nations Unies, tous ces gens-là seraient antisémites. Parce qu'ils défendent la cause palestinienne. Les jeunes qui manifestent dans les universités françaises donc, sont tout de suite taxés d'antisémitisme. Vous sortez un drapeau palestinien, vous êtes antisémite. Mais c'est pas sérieux. Il faut revenir à un peu de rationalité. Notre pays mérite mieux comme débat. Ne versons pas dans une approche, je dirais, rétrécie, communautarisée. Encore une fois, moi j'aime dire qu'il y a des juifs qui donnent de la voix aujourd'hui en faveur des Palestiniens. Il y a des juifs qui disent qu'ils refusent la réponse aujourd'hui disproportionnée, honteuse d'un gouvernement criminel. Il y a des Israéliens qui manifestent par dizaines de milliers tous les jours. Mais pourquoi on ne les montre pas au journal de 20 heures? Pourquoi on ne leur donne pas la parole à ceux-là? Pourquoi on nous enferme dans un débat asymétrique, musulmans, juifs? C'est pas sérieux. Encore une fois, moi je considère que on est dans une approche qui est dangereuse. Parce qu'on alimente quelque chose, quelque part, qui n'a pas lieu d'être et qui n'existe pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'antisémitisme dans le pays. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un communautarisme, quel qu'il soit, juif, musulman, je ne dis pas ça. Ça existe. Mais combattons ce qui existe lorsque c'est démontré. N'allons pas créer des situations fantasmées, donc en mettant en exergue, je dirais, un problème qui n'existerait pas. Ceux qui défendent la cause palestinienne aujourd'hui ne sont pas les défenseurs du Hamas. Dans leur immense majorité, ce sont les défenseurs du peuple palestinien. Ce sont les défenseurs de la liberté, du refus de la colonisation. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire avec force et conviction. Et je le dirai tant que j'aurai la parole. Que cela plaise ou que cela ne plaise pas, c'est une voix française, c'est une voix gaullienne, et j'en suis fier. Alors, Vladimir Poutine a déclaré ce matin, dénoncé ce matin l'anéantissement total de la population civile à Gaza. Est-ce que c'est une formule qui est appropriée? Et au-delà de cette... est-ce que cette prise de parole, vous en parliez il y a un instant, n'est pas aussi le signe d'une nouvelle solidarité internationale avec le peuple palestinien? Vous parliez de certains pays européens, mais on peut parler aussi du Sud global, où il y a aussi une solidarité peut-être plus forte qui n'existait pas il y a 20 ans, en tout cas qui s'affiche publiquement, je dirais, en faveur du soutien au peuple palestinien. Ça vous paraît aussi une nouvelle donne de la géopolitique? C'est face à l'inacceptable que ces peuples du monde se lèvent. C'est face à une indignation à géométrie variable. C'est face à un droit international qui est sélectif à la carte. Dans sa manière de diffuser le droit. Si Poutine avait fait ce que fait Netanyahou, je pense qu'on serait en Troisième Guerre mondiale. Je veux dire, on nous explique effectivement que Poutine est un horrible personnage. Moi, je ne suis pas là pour commenter la politique russe, et nous avons une position que je respecte sur le conflit ukrainien-russe, russo-ukrainien. Et force est de constater que nous n'avons pas la même position en Palestine. Nous n'avons pas la même position face au gouvernement d'extrême droite israélienne. Nous avons beaucoup plus d'indulgence. Nous sommes beaucoup plus taiseux. Nous sommes beaucoup plus timides. Alors que lorsque le président de la République prend la parole pour parler de la Russie ou de Poutine, c'est presque un va-t-en-guerre. Il serait prêt à envoyer des hommes sur le terrain. Mais pourquoi il n'appelle pas à envoyer une force d'interposition internationale en Palestine pour refuser que les massacres se poursuivent? Une force d'interposition internationale, vous savez, ça dit aux Israéliens, vous retournez sur votre territoire, on va assurer la protection et le partage, et on va favoriser l'émergence d'un État palestinien. C'est une voix française qui serait forte et intéressante dans le contexte. Elle n'existe pas.
En revanche, on prétend effectivement qu'on est toujours, même et encore, en train de poursuivre, renforcer l'embargo sur la Russie, le refus de la voie diplomatique et de la discussion. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi cette approche à géométrie variable? Et le monde le voit. Les peuples l'entendent. Quand vous parlez du Sud global, ce Sud global qu'on a méprisé, en pensant effectivement que la puissance occidentale avait tous les droits. Et quelque part, Israël est le représentant de la puissance occidentale dans cette partie du monde. Et donc dans l'impunité la plus totale vis-à-vis du droit international. Et du non-respect des résolutions donc de l'ONU. Avec une voie de blocage permanente au Conseil de sécurité nationale, qui est celle des États-Unis, qui cautionne, je dirais, l'inacceptable, qui cautionne l'indigne. Et c'est là où ça ne peut pas continuer. On a un ordre international qui est bouleversé. Et ce qui se passe laissera des traces. Ce qui se passe va générer, à mon avis, une organisation différente demain, donc je dirais des nations du monde. On a eu la fin des Nations Unies en 1945, donc l'Organisation des Nations Unies est née. Je pense qu'on est à la fin d'un cycle, parce qu'aujourd'hui, on a un deux poids, deux mesures. On a une acceptation de l'inacceptable pour certaines nations. On a une condamnation pour d'autres. On ne traite pas et on n'analyse pas les conflits dans le monde de la même manière. Ça ne passe plus. Et c'est rassurant que ça ne passe plus, quelque part. Ça veut dire que le monde se recompose. Sur le plan géopolitique, il y a un rapport de force qui est en train de se redistribuer. Et moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des nations européennes qui donnent de la voix. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que le continent européen aujourd'hui parle d'une seule voix. Ça n'est pas le cas. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent. J'ai évoqué la Norvège, l'Irlande, l'Espagne, la Slovénie, et il y a d'autres, la Belgique qui donne souvent de la voix aussi, en faveur de la cause palestinienne. Et encore une fois, qu'on ne se méprenne pas, ce ne sont pas des voix antisémites. Ce sont des voix qui veulent qu'il y ait deux États, vivant en toute sécurité, en cohabitation. Et pour cela, il faut reconnaître l'État palestinien. Moi, j'aurais aimé que la France le fasse. Et j'aurais même aimé que notre pays soit précurseur en la matière, audacieux, courageux, en disant que c'est la première pierre qui est posée pour demain un accord de paix durable et total. Nous ne l'avons pas fait. Et c'est malheureux. On a du mal à comprendre les objectifs du Hamas dans les attaques du 7 octobre, puisque ces exécutions d'un millier d'Israéliens ont entraîné la destruction totale de la bande de Gaza et l'occupation par l'armée israélienne. Quelle est votre analyse? Quels étaient les objectifs poursuivis par le Hamas dans ces attaques? Donc le Hamas était un mouvement politique qui a émergé en 1986, qui a une branche politique, une branche armée, qui a été favorisé dans son émergence par Netanyahou, on l'a dit tout à l'heure, qui a permis à ce qu'il y ait des financements qui passent par le Qatar et qui puissent parvenir au Hamas pour s'organiser et pour remporter les élections sur la bande de Gaza, ce qui a divisé l'organisation palestinienne. Et de fait, c'est la branche armée, très récemment, qui a pris le pas sur la branche politique. Et les attaques du 7 octobre en attestent. Elles en attestent aussi parce que la cause palestinienne, plus personne n'en parlait. Ça faisait 75 ans que le peuple palestinien subissait des exactions, une reconnaissance, une politique de colonisation qui se poursuivait, un blocus sur Gaza depuis des années, je crois depuis 2009. Et donc, de fait, le Hamas et sa branche armée a souhaité, j'allais dire, par cet acte terroriste, provoquer un électrochoc. Parallèlement à cela, avant le 7 octobre, il y avait une forme de normalisation des relations avec l'État d'Israël par des pays arabes, des puissances arabes. L'Arabie saoudite avait engagé ça, les Émirats arabes unis l'ont déjà entamé. Le Maroc avait engagé une démarche de normalisation avec le roi Mohamed VI. Et le Hamas, voyant que la cause palestinienne était, je dirais, tombée dans l'oubliette, les oubliettes, avec une indifférence totale, des pays arabes qui allaient vers une voie de normalisation avec l'État d'Israël,
certainement que cette branche armée s'est dit c'est par un acte terroriste horrible que nous allons remettre la question palestinienne au centre du débat international. Je pense qu'ils ont réagi comme ça. C'est dramatique, parce que c'est les civils israéliens qui ont été horriblement tués dans cette attaque terroriste du 7 octobre. Et personnellement, je préfère une résistance qui s'attaque aux forces armées plutôt qu'aux populations civiles. Et ça, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Mais il y a aussi dans les calculs de ce mouvement la volonté, il y a eu certainement, de remettre au centre du débat la question palestinienne. C'est dramatique qu'il ait fallu passer par le 7 octobre pour qu'elle soit remise au centre des débats géopolitiques. Parce qu'elle est remise. C'est un constat dramatique qu'on doit faire. S'il n'y avait pas le 7 octobre, on ne parlerait pas de la cause palestinienne. Mais sur un tas de ruines. Sur un état de ruine, c'est évident. Mais c'est un état de ruine sur lequel il y a une lueur aujourd'hui d'espérance avec le soulèvement mondial qui consiste à dire on va peut-être demain avoir un État. Il y a des millions de Palestiniens qui étaient, encore une fois, oubliés, sous blocus, humiliés, expropriés, déplacés. Et j'en veux, moi, aux puissances occidentales, parce qu'on aurait pu résoudre ce problème bien en amont. J'en veux donc au concert des nations. J'en veux aux États-Unis d'Amérique. Parce que nous aurions dû, au forceps, à un moment donné, imposer un État palestinien. Et si nous l'avions fait, encore une fois, aujourd'hui, personne aujourd'hui ne pourrait dire qu'il y a un problème palestinien. Parce que l'État existant, vous avez des structures, des institutions, et donc ensuite c'est à vous d'émerger et de faire en sorte que votre État soit viable. Or aujourd'hui, il n'était pas possible pour les Palestiniens d'avoir un espace de vie viable. Tout ça leur était interdit. Et nous étions dans l'indifférence plus totale. Très sincèrement, vous avez entendu parler de la cause palestinienne, vous, ces 10 dernières années? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Personne n'en parlait. La dernière démarche vers un processus de paix, c'est 2003. Il y a 21 ans. Depuis 21 ans, plus aucune démarche n'a été amorcée. Et donc on a un débat qui est enfermé entre le Hamas et Netanyahou. Et la survie de Netanyahou, c'est le Hamas. Quelque part, la survie du Hamas, c'est Netanyahou. Et on a deux peuples qui sont pris dans l'étau de ces deux extrémismes dangereux, violents, qui, pour l'un, portent des actes terroristes au nom d'une résistance, et pour l'autre, riposte avec un acte d'État qui est terroriste de mon point de vue. Parce que le terrorisme, c'est quoi la définition de terrorisme? C'est semer la terreur à des fins idéologiques, politiques ou religieuses. On y est, pour les uns et les autres. On a beau me dire, vous ne pouvez pas mettre au même niveau le Hamas et l'État d'Israël. Mais ce n'est pas une question de même niveau. C'est l'analyse des faits, et seulement des faits. Est-ce qu'aujourd'hui le Hamas a terrorisé des populations israéliennes civiles? Oui. Est-ce que l'État d'Israël, par sa riposte disproportionnée et inhumaine, terrorise des populations palestiniennes par sa riposte? Oui. Donc, à un moment donné, on ne renvoie pas les uns et les autres au même niveau, mais on dit que les uns et les autres portent et sèment la terreur sur des populations civiles et qu'il faut que ça cesse. C'est simplement ça, je veux dire, que l'on attend aujourd'hui de la France sur le concert, dans le concert des nations. Moi, je suis déçu, je regrette, mais la voix de mon pays aujourd'hui est inaudible. À quand Emmanuel Macron va avoir le courage d'affirmer des positions françaises? À quand Emmanuel Macron va dire donc, nous ne devons pas importer le conflit à des fins religieuses, nous ne devons pas importer le conflit à des fins communautaristes? Parce que la France, ça n'est pas ça. La France est un idéal de valeurs, de visions, de principes, qui doit gérer la vie de notre communauté nationale, mais qui doit aussi donc, faire porter la voix de la France sur la scène internationale. Aujourd'hui, on laisse ce conflit polluer la société française. On n'arrive même plus à se parler. Vous le voyez, les gens s'envoient des anathèmes. Vous portez un argument pour la cause palestinienne, on vous dit antisémite. Vous arborez le drapeau palestinien, on vous dit antisémite. Il faut être sérieux quand même.
Je veux dire, quand le maire de Nice arbore un drapeau israélien sur le fronton de sa mairie qui est plus gros que le drapeau français, il est 2 fois plus gros le drapeau israélien que le drapeau français sur le fronton de la ville de Nice. Est-ce que je dis que c'est un criminel qui défend une cause génocidaire? Je ne dis pas ça. C'est son droit. Mais que ceux qui veulent, à un moment donné, défendre la cause palestinienne puissent le faire sans être traités d'antisémites, sans être traités de tous les noms. Il faut qu'on revienne à un débat rationnel, intellectuel. Moi, je dis bravo à des voix comme Ronnie Broman, ancien patron de Médecins sans frontières. Je dis bravo à des voix comme Michel Siboni, qui est à la tête d'un mouvement juif pour la paix. Ce sont des juifs. Ce sont des juifs qui disent à un moment donné, au nom de ce que nous avons vécu, de ce que nos ancêtres ont vécu, on n'a pas le droit d'infliger ça aux Palestiniens. Oui, on doit se défendre, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas aujourd'hui aller éradiquer un peuple. Ça n'est pas digne de notre histoire, ça n'est pas digne de nos valeurs. Ces juifs-là, ce sont mes frères. Ce sont mes frères, qu'on ne se trompe pas. Mes frères de valeur, mes frères en humanité. Il faut leur donner la parole. Parce qu'il faut éteindre les voies de l'extrémisme, d'un côté comme de l'autre. Il faut éteindre les voies de l'extrémisme pour faire émerger les voies de la raison, les voies de la paix, les voies de la justice, les voies du respect du droit international, le refus de la colonisation, le refus de l'expropriation, le refus de l'humiliation. Et si on doit libérer les otages, aller vers un cessez-le-feu, on doit de l'autre côté libérer les prisonniers palestiniens. Et repartir vers une approche qui est celle d'une négociation. Négociation avec un État digne de ce nom, qui aujourd'hui ressemble à un Bantoustan. Hein. Excusez-moi, vous avez Gaza, donc vous avez un vide aujourd'hui occupé par Israël, et vous avez la Cisjordanie. Il faut qu'à un moment donné, il y ait un semblant de cohérence dans ce qu'on veut porter pour l'État palestinien. Et donc c'est à ça qu'il faut revenir. Et c'est à ça qu'il faut s'atteler. Parce que c'est ça qui nous permettra de miser sur un avenir beaucoup plus serein. Sinon on n'en sortira jamais. Et ce conflit sera instrumentalisé. Et là, on voit bien ce qui se passe dans notre pays. Hein. Je pense que personne n'est dupe. Hein. Entre les partisans de Netanyahou et l'extrême droite française, il y a une alliance de connivence. Mais contre qui? Contre le musulman français. Contre l'islam. Là, il y a une alliance objective. En fait, les uns prétendent défendre la liberté d'Israël, le droit d'Israël à se défendre, les autres en soutiennent à ce droit, mais qui est visé? Ceux qui soutiennent la cause palestinienne? Et qui seraient en soutien de la cause palestinienne parce qu'ils sont musulmans? Parce qu'ils sont d'origine maghrébine? Voilà où on veut nous enfermer aujourd'hui. Et c'est pour ça que les pays aujourd'hui européens qui reconnaissent l'État palestinien, et c'est pour ça que les instances internationales qui donnent de la voix, il faut le rappeler, elles ne sont pas musulmanes. Elles ne sont pas composées de femmes et d'hommes qui auraient une sensibilité relative à leur origine, alors que pas du tout. Donc regardons ceux que l'on pointe du doigt aujourd'hui en France comme des Français, qui donnent de la voix au nom de leurs valeurs. Moi je m'appelle Karim Zeribi. C'est facile de dire Karim Zeribi. Il parle pour le peuple palestinien parce qu'il est d'origine maghrébine, et d'origine algérienne, et de confession musulmane certainement. Donc c'est pour ça qu'il est en proximité avec le peuple palestinien. Mais pas du tout. Si vous mettiez des Islandais à la place des Palestiniens, je tiendrais exactement le même discours. Je porterais exactement les mêmes valeurs. Or, certains veulent nous enfermer dans un débat religieux, communautaire. Ne tombons pas dans ce piège-là. Et cette alliance objective aujourd'hui entre les tenants des soutiens de Netanyahou et l'extrême droite française veulent pointer du doigt ce qui semblerait poser un problème dans la société française. Les musulmans. La religion qui s'appelle l'islam. C'est scandaleux. Cette instrumentalisation est dangereuse. Il faut un sursaut républicain dans ce pays. Il faut un sursaut laïque dans ce pays. Où sont les voix de la République? Où sont les voix de la laïcité? Où sont les voix de la raison? Où sont les voix françaises? Ils ne sont pas français dans ce qu'ils portent. Ils sont autre chose. Être fier d'être français, c'est être fier de porter les valeurs universelles que notre pays a toujours portées sur la scène internationale depuis le général de Gaulle. Il faut revenir à ça. Ça me paraît essentiel. Alors, il y a un autre sujet qui vous passionne, ce sont les relations franco-algériennes. Vous avez fondé, je l'ai dit au début de cet entretien, le Conseil mondial de la diaspora algérienne.
Où en sont les relations franco-algériennes en 2024? Et j'ai envie de vous demander, est-ce que des deux côtés, la page de la guerre d'Algérie est enfin tournée? Alors, où en sont les relations franco-algériennes? D'abord, elles oscillent toujours, les relations franco-algériennes, entre le chaud et le froid. Depuis 62 ans que l'Algérie est indépendante. L'indépendance algérienne, contrairement à l'indépendance tunisienne et marocaine, a été obtenue par la guerre. Il n'y a pas eu une sortie, je dirais en douceur, de la France du territoire algérien. C'est par la guerre, et la guerre effectivement laisse souvent des traces, que les Algériens ont obtenu leur indépendance et leur autodétermination. Quand on regarde, c'est intéressant, parce que moi j'invite souvent à le faire, ce que portaient les figures emblématiques de la révolution algérienne, de 54 à 62. Elles portaient l'idée d'avoir une Algérie indépendante. Mais ces figures-là disaient, notre ennemi c'est le colon, c'est pas le français. Si nous obtenons notre indépendance et que le français avec lequel nous pouvons vivre veut rester en Algérie, il pourra rester en Algérie. En revanche, l'oppression coloniale, c'est terminé. C'est sur ça que nous devons aujourd'hui mener la guerre et gagner le combat. Et ce pays doit être dirigé par des Algériens. Parce que cette terre est algérienne. Et on est dans l'autodétermination du peuple algérien. Ces grands esprits de la révolution algérienne avaient aussi une aspiration, qui était de faire de l'Algérie une terre où les valeurs universalistes pouvaient effectivement guider la nouvelle nation qui allait naître, avec une approche aussi laïque, quelque part. Parce que jamais les tenants de la Révolution n'ont, je dirais, appuyé leur combat sur une approche religieuse. C'était totalement dénué d'une approche religieuse. Ensuite, derrière, des voix, lorsque l'Algérie est devenue indépendante, ont porté l'idée que l'Algérie était un grand pays, une grande nation, qui devait rayonner dans le monde, avec une langue, avec une identité et avec une religion assumée. L'Algérie est le plus grand pays en superficie du continent africain, composé de 45 millions d'habitants, 10e producteur de gaz, 17e producteur de pétrole dans le monde, donc une puissance énergétique certaine. L'Algérie a des alliés, la Russie, les États-Unis, avec l'Algérie travaille, la Turquie, et les relations à la France ont toujours existé. Elles existeront toujours, que cela plaise ou pas. Parce qu'il y a une forte population française d'origine algérienne sur le sol français, et parce qu'il y a, du côté algérien, une proximité naturelle avec des amis ou de la famille installés et vivant en France. Les relations aujourd'hui, je dirais qu'elles sont plutôt bonnes, parce que le président Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron ont une bonne relation et aspirent à ce qu'il y ait une relation positive entre les deux pays. Ils ont décidé quelque chose d'intéressant ces derniers mois, c'était de créer une commission d'historiens pour traiter la question mémorielle, estimant que du côté du politique, cette question était souvent traitée avec hystérie et avec irrationalité d'un côté comme de l'autre. Et donc il fallait demander aux historiens, français et algériens, d'avancer sur une vision, peut-être pas commune, parce que difficile d'avoir une vision commune quand on a connu la guerre entre la France et l'Algérie, qui a été quand même sanglante, qui a été faite de torture, qui a été faite d'humiliation, et les Algériens ont envie d'une reconnaissance forte de ces actes-là. Et c'est ce à quoi la commission d'historiens doit travailler. Mais l'Algérie est un pays, depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune, qui s'est remis en selle sur la scène internationale. Et qui d'ailleurs, actuellement, pour 3 ans, a une voix au Conseil de sécurité, en tant que membre non permanent. Et l'Algérie porte souvent, avec force, au nom de son histoire, je dirais, la question palestinienne. Et là, il y a une résolution algérienne qui a été posée pour un cessez-le-feu total immédiat. La France a soutenu la résolution algérienne. Et donc je trouve qu'il y a tout un symbole derrière cette démarche-là au Conseil de sécurité où les deux pays se sont retrouvés.
le président Tebboune a engagé, donc au retour de l'Algérie sur la scène internationale, des réformes économiques. Et personnellement, je considère que la France doit rester un partenaire incontournable de l'Algérie. C'est mon approche en tant que Français d'origine algérienne, parce que je considère que nous avons une diaspora ici qui est importante, entre 3 et 4 millions d'Algériens émanant de la diaspora, et qui ont envie d'avoir un lien avec leur pays d'origine, comme les Portugais, les Italiens, les Espagnols ont envie d'avoir un lien avec leur pays d'origine lorsqu'ils sont français d'origine italienne, espagnole ou portugaise, ou arménienne. Si c'est autorisé pour les autres, ça doit pouvoir l'être pour les Algériens. Ce droit à une proximité avec le pays des parents et des grands-parents. Donc on a créé un Conseil mondial de la diaspora algérienne, et nous souhaitons donc œuvrer et agir pour une relation franche, sincère, basée sur le respect mutuel, d'égal à égal, pérenne et porteuse d'avenir entre l'Algérie et les pays où sa diaspora est installée, et elle est installée à 85-90% en France. Donc c'est la démarche que nous avons engagée, une démarche qui me paraît bonne pour l'Algérie, bonne pour les pays où la diaspora est installée. Donc c'est... pour répondre à la question que vous posez, cette relation est aujourd'hui plutôt bonne, mais elle aussi toujours entre le chaud et le froid, en fonction des déclarations des uns ou des autres. Force est de constater qu'il y a en France des voix politiques qui ne voient pas d'un bon œil la proximité entre la France et l'Algérie. C'est regrettable. Des voix peut-être nostalgiques, des voix... il y a eu un dernier tweet qui avait été fait par le Parti des Républicains lorsque l'Algérie, à travers la commission d'historiens, demandait que lui soient remis des éléments historiques de l'émir Abdelkader, qui est une demande somme toute normale, puisqu'il a été le premier porteur de l'esprit révolutionnaire algérien lorsque les Français sont arrivés et ont posé le pied sur Sidi Ferruch en 1830. Donc l'émir Abdelkader est une grande figure. Des républicains, le parti des républicains, de manière crasse, a fait un tweet en disant reprenez vos OQTF, reprenez vos immigrés. Enfin, lamentable, lamentable. On voit bien que ces gens-là n'ont pas envie qu'il y ait une relation apaisée entre la France et l'Algérie. Or, cette relation, il faut qu'elle soit apaisée. Il faut qu'elle soit respectueuse, basée sur une relation d'égal à égal. Et je pense que le président Tebboune, donc, en tout cas, est dans cet état d'esprit. Il parle avec tout le monde sur la scène internationale. Il est ouvert. L'Algérie a des positions claires. Je l'ai dit, donne de la voix pour la cause palestinienne aujourd'hui, mais il n'y a pas d'exclusivité. Et il faut que nous, la France, nous nous positionnions dans une relation forte avec l'Algérie, parce que c'est un grand pays. Je pense que c'est un pays qui peut compter dans l'avenir, donc sur la scène internationale aussi, au-delà des enjeux énergétiques, avec une jeunesse forte qui est formée à l'université. L'Algérie peut avoir une démarche de production industrielle demain, le coût de l'énergie est bas, le coût de la main-d'œuvre est moins cher qu'en Occident, il y a des têtes bien faites, et donc c'est un pays avec lequel il va falloir compter à l'avenir. Et je pense que l'intérêt de la France, c'est d'avoir de bonnes relations avec l'Algérie. Justement, un des enjeux des élections européennes, c'est la question migratoire et le contrôle de l'immigration clandestine. On a vu qu'il y a un accord entre le président tunisien et Giorgia Meloni sur ce sujet. Est-ce que l'Algérie est déjà un partenaire sur ce sujet de l'Europe, en particulier de la France, ou est-ce qu'elle peut est-ce que ce partenariat peut se renforcer, ou est-ce qu'il peut être carrément, je dirais, créé, si aujourd'hui il n'existe pas? Qu'en est-il? Lorsque vous parlez avec les autorités algériennes ou le corps diplomatique, comme il m'est arrivé de le faire lorsque j'étais parlementaire européen, mais aussi encore aujourd'hui de temps à autre, ils vous expliquent que sur la question de l'immigration clandestine, si on leur démontre, qu'on leur prouve que c'est d'un ressortissant algérien dont il s'agit, le laissez-passer consulaire est tout de suite obtenu par les puissances européennes, par les pays européens. Donc après, la difficulté, on le sait très bien, c'est lorsque vous avez un clandestin, il n'a plus de papier.
par définition. Et lorsqu'il vous dit qu'il est algérien, vous ne savez pas s'il est algérien, tunisien ou marocain. Et donc les Algériens sont très scrupuleux en la matière et demandent à ce qu'il y ait des éléments de preuve. Mais prenez l'exemple je dirais de délinquants qui seraient expulsés du territoire français parce qu'algériens. Les Algériens les reprennent. Hein. Je veux dire, donc, à ma connaissance, les Algériens ne font pas obstruction à récupérer leurs ressortissants lorsqu'il est démontré que cela fait partie de citoyens algériens. Après, ce que les Algériens approuvent peu, et je peux les comprendre, c'est quand vous avez un problème français, d'un Français d'origine algérienne, donc, on aime bien dire dans les médias français qu'il est algérien. Mais s'il est français, on n'a pas besoin de ressortir ses origines. Et là, les Algériens le prennent mal parce qu'ils disent, vous avez des gens qui sont nés sur votre sol, c'est mon cas par exemple, qui sont français, ils sont d'origine algérienne. Et nous, on les reconnaît comme tels, il n'y a pas de problème. Donc l'Algérie est le pays de leurs parents, de leurs grands-parents, ils sont les bienvenus, ils peuvent investir, ils peuvent revenir en vacances, pas de problème. Mais lorsque vous avez un problème avec l'un d'entre eux, il est français. N'allez pas porter ce sujet comme si c'était un problème algérien. Et c'est vrai qu'on a une sale manie en France, là aussi, lorsqu'on a un franco-algérien qui poserait problème, il est algérien. Lorsqu'il honore les couleurs françaises, il est français. Vous savez, c'est la fameuse thèse de Yannick Noah qui disait « quand je gagnais, j'étais français, quand je perdais, j'étais camerounais ». Et là, c'est exactement pareil. Il faut qu'à un moment donné, nous, on arrête et on cesse en France de renvoyer toujours les Français d'origine maghrébine à leurs origines. On le fait régulièrement. Je vous invite à analyser ce que je suis en train de vous dire. On ne le fait pas pour les autres. On le fait que pour les Français d'origine maghrébine ou africaine subsaharienne. Lorsque l'un d'entre eux a un comportement déviant, il est Français d'origine marocaine, d'origine tunisienne, d'origine algérienne, d'origine sénégalaise. Il est français ou il n'est pas français? S'il est français, on dit on a un ressortissant français qui a commis tel acte, point barre. Sinon, il faut le faire pour tous les gens qui posent problème. Celui qui s'appelle Dominati, on va dire, il est français d'origine italienne. On ne le dit jamais. Donc il faut qu'on ait aussi... Parce que quelque part, c'est une question, moi, que j'invite dans le débat public. Quelque part, on nourrit le communautarisme dans ce pays. On nourrit le communautarisme. En ne reconnaissant pas les gens comme français, on les renvoie à leurs origines. Et après, on dit, oui, mais ils sont communautaristes. Mais si vous renvoyez toute la journée à leurs origines, des Français que vous ne reconnaissez pas comme tels, quelque part, vous prétendez combattre un sujet que vous nourrissez. Il faut que lorsqu'il y a un Français, aujourd'hui, qui est dans une situation, je dirais, délicate, vous puissiez le considérer comme Français et vous traitiez le problème comme un problème franco-français. Ça, les Algériens le disent souvent, notamment pour les jeunes de banlieue qui poseraient problème. Ils disent, mais ce sont les enfants de la France. Je veux dire, qu'à un moment donné, ils ont posé problème. Ne renvoyez pas ça à l'Algérie. Ce n'est pas un problème algérien. Donc il faut qu'on évite, dans la relation avec l'Algérie, à la fois, je dirais, des sujets qui polluent la relation, qui créent du brouillage, pour aller à l'essentiel. Moi, je crois que nous avons aujourd'hui une possibilité de travailler main dans la main entre la France et l'Algérie, de trouver des voies de collaboration, la sécurité de la région. L'Algérie est un grand pays, une grande puissance militaire, avec des services qui sont très actifs. Je rappelle quand même que l'Algérie a vécu une décennie noire de terrorisme, et qu'elle a combattu le terrorisme, et qu'elle en est sortie. C'est une période qui a été très difficile pour les Algériens. Donc, mais ce peuple a eu la force de combattre le terrorisme et de se remettre debout et d'aller de l'avant. Donc c'est pas évident pour un jeune pays qui a 60 ans. L'Algérie, c'est pas un pays qui a 600 ans d'indépendance. 60 ans d'indépendance. C'est une grande nation par son histoire. Mais la réalité, c'est que ça fait que 60 ans que les Algériens sont à la tête de leur pays. Donc il faut un peu de patience. Il faut, je dirais, prendre en considération la décennie noire qui est passée par là. Et surtout, vouloir avancer main dans la main sans polémique avec l'Algérie. On cherche toujours des polémiques avec l'Algérie. Moi, ça me fatigue.
je dirais. Donc, on a un pays avec lequel on a des choses à faire. Donc, qui doit être une boussole et un phare pour le continent africain. On le voit d'ailleurs, hein, la France a d'énormes difficultés aujourd'hui à stabiliser sa position sur le continent africain. Donc, elle peut aujourd'hui passer par, je dirais, ce grand pays qu'est l'Algérie pour retrouver une position avec un logiciel différent, qui n'est plus celui de la France-Afrique, mais qui est un logiciel de respect, qui est un logiciel d'approche gagnante-gagnante entre la France et les pays du continent africain, dont l'Algérie. Moi, je suis assez confiant sur l'avenir parce qu'il y a une diaspora qui est très dynamique, qui trouve sa place dans la société française. Je le vois avec le Conseil mondial de la diaspora. Et donc, je crois qu'il y aura beaucoup de choses à faire à l'avenir entre la France et l'Algérie. Quand on parle des relations entre les pays du Maghreb et leur diaspora en Europe, en particulier en France, on parle souvent d'une incompréhension entre les pays d'origine et les diasporas sur des problèmes de comportement. On dit souvent quand les jeunes, certains jeunes reviennent en été en Algérie, au Maroc, en Tunisie, ils se croient tout permis. Enfin, il y a des. Quel regard portent ces pays du Maghreb sur leur diaspora européenne et française en particulier? La diaspora, déjà, ce n'est pas un bloc homogène. Hein. Dans la diaspora, il y a de tout. Hein. Il y a des gens qui ont des parcours exemplaires, fabuleux, qui ont des postes à responsabilité, qui rayonnent dans le champ économique, dans le champ sportif, culturel. Et puis il y en a d'autres qui ont plus de difficultés à trouver leur place dans la société dans laquelle ils sont installés. Et si on parle de la France, dans la société française, qui se sentent, j'allais dire, un peu exclus, discriminés et pas reconnus comme Français à part entière. Donc, ce n'est pas un bloc homogène, il y a un peu tout ça dans la diaspora. Le regard que l'Algérie porte, d'abord, je pense que l'Algérie elle est fière de ses enfants qui sont à l'étranger et qui, pour certains, ont la double nationalité et pour d'autres qui réaffirment leurs racines et leurs relations au pays d'origine. Parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité, là aussi, faut-il le rappeler, entre être fier d'être français et être fier de ses origines. C'est important de le dire, parce que l'identité française n'est pas une identité ethnique. On oublie souvent de le dire. L'identité française, c'est une identité qui s'appuie sur une adhésion à des valeurs. Et on peut tout à fait être fier d'être français parce qu'on est fier des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, parce qu'on est laïque, on peut être laïque et avoir une confession religieuse, laïque et être athée. Donc, et on peut adhérer à ces principes, les avoir chevillés au corps et être fier de ses origines, en l'occurrence algérienne. Donc, certains voudraient qu'on choisisse, il n'y a pas de choix à faire. Sinon, psychologiquement, je pense que ça met les gens dans un état de dérangement. Et donc, l'Algérie, elle a un regard qui est positif sur ceux qui aspireraient à revenir, créer une entreprise, créer une activité économique, acheter un appartement. Encore une fois, comme moi, j'ai grandi avec quelqu'un qui est d'origine sicilienne. Bon, mon ami d'origine sicilienne, il a grandi avec moi dans un quartier, donc il est allé acheter un appartement en Italie pour y retourner en vacances. Un Français d'origine algérienne peut faire pareil. Il peut acheter un appartement à Alger ou à Oran ou à Tizi Ouzou, en Kabylie, et puis dire je vais y aller pour mes vacances, je vais montrer le pays de mes parents, de mes grands-parents à mes enfants. Tout ça est sain de mon point de vue. Et tout ça ne peut que, je dirais, raffermir et rapprocher les deux nations, donc, de manière sincère et fraternelle. Donc l'Algérie n'est pas fermée du tout. Et d'ailleurs, le président Ben Majid Tebboune fait souvent des appels à la diaspora, en leur expliquant qu'elle est la bienvenue pour investir, créer des entreprises, développer l'Algérie sur le plan économique avec les Algériens, aux côtés des Algériens, qui sont déjà très dynamiques. Donc, moi, je considère aujourd'hui que la relation à la diaspora de par l'Algérie est une relation plutôt positive. Après, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Ceux qui seraient, j'allais dire, un peu en situation de poser des problèmes à la société française, l'Algérie ne veut pas que les Français les renvoient à leurs seules origines. Et l'Algérie aime leur rappeler que si vous avez un problème avec eux, ils sont nés en France, ils ont été formés par l'école républicaine, c'est à vous de traiter le problème. N'allez pas les renvoyer à leurs origines. Donc, et ils ne vous posent pas de problème parce qu'ils sont algériens. Ils vous posent un problème peut-être par leurs conditions de vie, leur désespérance, leur maléducation, de par leurs parents et autres.
la nation algérienne n'a pas à être mêlée à tout ça. Donc je crois qu'il faut avoir une relation positive entre la diaspora et le pays d'origine. Et encore une fois, quelque chose qui nous amène à construire du durable. Et moi, je crois beaucoup à la relation économique. Et je trouve qu'elle a été un peu occultée ces dernières années, donc, au détriment de la question mémorielle, entre la France et l'Algérie notamment. Il faut aujourd'hui qu'on aille vers un accord économique gagnant-gagnant, une forme de coproduction industrielle. Donc, et l'Algérie et la France, dans ce monde multipolaire, auront à y gagner mutuellement. Mais tout ça, il faut le faire en s'appuyant sur la diaspora. La France ne s'est jamais appuyée sur la diaspora. Elle n'a jamais tenu compte de la diaspora africaine au sens large. Elle s'est fait chasser du continent africain pays par pays. Donc on voit bien, parce qu'elle est restée sur des logiciels anciens, elle aurait pu s'appuyer sur des Français d'origine malienne, sénégalaise, camerounaise, maghrébine, pour dire, bah, allez, vous êtes Français, vous avez une relation affective, ils ont peut-être un peu plus confiance en vous là-bas, on va créer un pont de confiance. La France ne l'a jamais fait. La France ne l'a jamais fait. Alors le Maroc travaille avec sa diaspora. La Tunisie commence à le faire aussi, je crois. La Turquie le fait beaucoup. Et l'Algérie, le président Tebboune a souvent lancé des appels à la diaspora, des appels qui ont été entendus puisque nous avons créé le Conseil mondial de la diaspora algérienne. Vous n'avez pas peur d'ailleurs d'être qualifié comme un lobbyiste ou un agent d'influence de l'Algérie en France? C'est marrant parce qu'on n'a jamais posé cette question, par exemple, à Devedjian, paix à son âme, qui était un homme politique français de haut niveau, qui a été respecté, et qui était arménien et qui faisait souvent état de ses origines arméniennes. Et quand l'Arménie a été victime de tremblements de terre ou autres, qui portait des actions humanitaires et autres, et je trouve que c'était assez exceptionnel, sa relation avec l'Arménie. Et tout à l'heure, on parlait de Meir Habib, qui aurait tous les droits, lui, alors pour le coup, à bafouer la position française sur le plan diplomatique, à être le porte-parole de Netanyahou. Et nous, si par malheur on dit qu'on est fier de nos origines ou qu'on voudrait effectivement, éventuellement, nouer un pont entre la France et nos origines, on va nous dire, ah, communautarisme, repli sur soi. Il faut être sérieux, quoi, je veux dire. Ce qui est accepté pour les uns doit être accepté pour les autres. Moi, je suis pour l'égalité. Je suis profondément français, en fait. Je suis pour la liberté, je suis pour l'égalité et je suis pour la fraternité. Et parfois, je me demande si vraiment j'ai des compatriotes en face de moi dans leur réaction. Parce que ce qu'ils acceptent pour les uns, ils ne l'acceptent pas pour les autres. Or, quand on a une approche à géométrie variable, c'est qu'on n'est pas pour l'égalité. Et que quelque part, on n'est pas porteur des valeurs françaises. Alors moi, je pose la question, qui est réellement français? Celui qui incarne les valeurs françaises ou celui qui prétend l'être par la voie de l'hérédité? Donc, moi, je crois qu'encore une fois, nous ne sommes pas une nation ethnique. Ceux qui pensent que nous le sommes se sont trompés de pays. Nous ne sommes pas une nation religieuse. Ceux qui pensent que nous le sommes se sont trompés de pays. Nous sommes une nation républicaine et laïque, qui a une histoire, certes, qui a une civilisation. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Les racines de la France sont chrétiennes, catholiques, aucun sujet là-dessus. D'ailleurs, je crois qu'il y a à peu près 30 millions de Français qui se définissent comme étant catholiques. 8 millions de musulmans et 700 000 de nos compatriotes juifs. C'est à peu près les grandes... Mais prenez cet exemple. On va s'arrêter un instant. L'égalité républicaine, la laïcité. 30 millions de catholiques, on a 7220 écoles catholiques dans notre pays, établissements scolaires. 700 000 compatriotes juifs, on a 288 écoles de confession juive. 7 à 8 millions de musulmans, on a 70 écoles de confession musulmane. L'égalité républicaine, est-ce qu'elle existe? Si elle existait, peut-être qu'on aurait moins de problèmes d'entorse à la laïcité dans les écoles publiques et laïques. Parce que si on n'a pas de kippa dans les écoles publiques et laïques, c'est qu'il y a 288 écoles juives. Si on n'a pas de revendications catholiques dans les écoles républicaines et laïques, c'est qu'il y a 7220 écoles catholiques. S'il y a quelques revendications donc religieuses, musulmanes, par des signes ostentatoires dans les écoles républicaines et laïques, c'est peut-être parce qu'il y a refus d'accepter des établissements scolaires de
confession musulmane. Or, tout ça est tellement réglementé, sous contrat, surveillé, contrôlé, que je me demande pourquoi nous avons peur de reconnaître que dans notre communauté nationale, nous avons aujourd'hui des citoyens français de confession catholique, de confession juive, mais aussi de confession musulmane. Et que ces derniers n'ont pas à être criminalisés en permanence, mis en suspicion en permanence. On ne peut pas faire le raccourci entre musulmans, intégristes, terroristes. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui m'amène à m'engager dans le débat public. Parce que profondément républicain et laïque, je veux que mon pays soit juste avec l'ensemble de nos compatriotes. Et ça n'est pas le cas. Alors quand je le dis, on peut dire, mais il parle pour les siens. Les miens, ce sont les Français, à part entière. Et pas complètement à part. De toute obédience, de toute confession. Les miens, ce sont mes valeurs. Les miens, c'est mon idéal. Ce ne sont pas les musulmans. Et si les musulmans aujourd'hui sont un peu montrés du doigt, de mon point de vue injustement, je donnerai de la voix. Mais si demain c'est le cas pour mes compatriotes juifs, je donnerai de la voix. Si c'est le cas pour mes compatriotes catholiques, je donnerai de la voix. C'est si difficile de dire qu'on doit avoir une parole juste quand on est français aujourd'hui, dans une société fracturée, qui doit retrouver une boussole, qui doit retrouver une direction, qui doit retrouver un cap, qui doit retrouver un idéal. C'est si difficile. Mais l'idéal, il est tracé. Soyons fidèles aux valeurs de la République, aux principes de la laïcité. Si nous le sommes, nous accepterons, pour toutes les diasporas, que celles-ci soient attachées à leur pays d'origine. Et ça ne sera pas un reniement de la France. Mais c'est une volonté de ne pas faire amnésie aussi de ce que nous sommes par nos histoires familiales. Et ça, c'est quelque chose que la République nous accorde. Alors, justement, pour poursuivre sur l'Algérie, comment qualifieriez-vous aujourd'hui la société algérienne ? Est-ce qu'elle est conservatrice ? Est-ce qu'elle est religieuse ? Est-ce qu'elle est laïque ? On sait que l'Algérie fait partie justement de ce sud global qui conteste, je dirais, la position hégémonique et je dirais, les valeurs promues, certaines des valeurs promues par l'Occident. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la société algérienne ? Moi, je pense, telle que je la vois, la société algérienne, je pense qu'elle est plurielle. Je pense que c'est une société avec une jeunesse quand même très importante, qui aspire et qui a des rêves, bien évidemment, et que cette pluralité de la société algérienne m'amène à penser qu'il y a une frange de conservateurs qui, je dirais, mettent la religion au premier rang de leur mode de vie, de leur choix de vie, avec une approche pour certains d'entre eux rigoriste. Donc cela existe à l'évidence. Il y a, je dirais, une frange de la population plus libérale, je dirais plus tournée vers la liberté un peu occidentale. Donc elle existe aussi, cette frange-là. Et il y a une partie de la jeunesse qui peut être tournée aussi vers un modèle qui est celui un peu du Moyen-Orient. En fait, l'Algérie, elle est traversée par je dirais, diverses sensibilités. D'abord, il y a eu quand même une démarche d'arabisation en Algérie qui a rapproché l'Algérie du monde arabe. C'est une grande puissance arabe, l'Algérie. C'est une puissance méditerranéenne et c'est une puissance africaine. C'est une triple puissance de par son identité. Et il y a eu récemment l'intégration, j'allais dire, de l'anglais avec beaucoup de force comme une langue aussi qui devait être essentielle dans l'enseignement. Donc l'Algérien, il manie l'arabe, il manie l'anglais, il manie le français, donc, en termes de langue. Ce qui l'amène quand même à avoir une vision très multipolaire, de fait, dans
dans son aspiration globale. Et donc certains regardent du côté de l'Occident, d'autres du côté du modèle anglo-saxon, et d'autres du côté du modèle moyen-oriental, avec toutes ces spécificités. C'est un pays aujourd'hui qui est fier de son histoire aussi, et de ses héritiers, porteurs de la libération algérienne. C'est ce qui fait aussi la force commune de ce pays, c'est cette fierté algérienne. C'est un pays qui est soudé autour de son appareil aussi militaire. L'Algérie est une grosse puissance militaire, mais l'Algérie elle a 7 frontières. 7 frontières qu'il faut protéger, parce qu'il y a quand même aussi des volontés parfois de déstabilisation de ce grand pays, qui est un pays de producteur sur le plan énergétique. Donc soyons pas naïfs. Ces dernières décennies, on a vu énormément de puissances énergétiques déstabilisées par l'Occident à des fins, je dirais, de conquête économique. Donc l'Algérie se protège, l'Algérie se prémunit de ces attaques potentielles, et donc c'est un pays qui est debout, c'est un pays qui est en mouvement, c'est un pays qui est en prise avec la volonté de produire algérien aujourd'hui. Ils ont compris qu'il fallait diversifier l'économie, limiter les importations, parce que dans la balance commerciale, principalement l'Algérie importait de l'énergie, exportait de l'énergie et importait tout le reste. Donc là aujourd'hui le président Tebboune a favorisé l'investissement, à la fois algérien mais aussi étranger. Donc, il y a un code de l'investissement qui est très, très positif, et donc les IDE entrants, les IDE sortants doivent, je dirais, être boostés. Mais très honnêtement, c'est un pays qui a, je dirais, des potentialités extraordinaires. Ça a été le grenier de l'Europe en termes d'agriculture, je dirais, à une époque. Et là, il y a beaucoup de moyens qui sont mis sur la production agricole algérienne, avec des aides d'État, avec des concessions qui sont mises à disposition. Donc, l'Algérie est un pays qui est composé aussi de femmes et d'hommes qui ont envie d'entreprendre. Et donc, voilà un peu la cartographie de l'Algérie, pays pluriel, diverses sensibilités. Entre tradition et modernité, on peut dire ça ? Entre tradition et modernité. Entre tradition et modernité. Il y a une volonté de trouver cette forme de, je dirais, d'identité internationale qui doit aussi permettre à l'Algérie de s'ouvrir sur le plan touristique, mais l'Algérie ne s'ouvrira jamais comme le Maroc et la Tunisie. Parce que l'Algérie veut aussi maintenir ses paysages. Une puissance industrielle aussi. Puissance industrielle. L'Algérie ne veut pas aller vers un tourisme de masse. L'Algérie ne veut pas aller vers un tourisme, je dirais, qui les dévoirait un peu de leurs valeurs. Donc, ils tiennent à préserver le pays, sa sécurité, sa beauté. C'est Arthus Bertrand qui disait, quand il avait fait son reportage, que c'était le plus beau pays du monde, selon lui, qu'il avait visité. C'est un pays qui est fantastique. Donc, en termes je dirais, de diversité de ces régions, vous prenez l'Oranie, vous prenez l'est de l'Algérie, vous prenez les Aurès, vous prenez le sud avec le désert, la Kabylie, donc Alger, qui est une capitale magnifique. C'est un grand et beau pays, l'Algérie. Donc, et c'est vrai qu'il est méconnu. Il est méconnu, nous le disions avant de rentrer sur ce plateau, et on aurait intérêt à le voir différemment du côté occidental et du côté français en particulier. Parce que chaque Français qui va en Algérie donc, en revient émerveillé et parfois bouleversé de l'hospitalité algérienne. Les Algériens sont très 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 hospitaliers, ils ouvrent leurs portes facilement. Donc, et contrairement à l'idée préconçue, le rapport aux Français, mais pas du tout, pas du tout. Encore une fois, ils ne confondent pas tous les Algériens. Il y a la dimension politique, avec l'attente de reconnaissance de certains faits historiques, c'est normal. Mais il y a le rapport aux Français, qui est un rapport qui est très sain, très fluide, très fraternel en réalité. Karim Djirabi, merci pour ces échanges. Vous êtes d'ores et déjà réinvité pour un troisième entretien, parce qu'on n'a pas pu creuser toutes les questions passionnantes qu'on aurait pu. Chers abonnés d'Omerta, merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de vous abonner à l'application mobile et de vous procurer le magazine Omerta, présent dans plus de 5000 kiosques. À bientôt.